Je reviens sur la saison qui n'a pas pu s'achever et vous dire que vous avez donc sans doute suivi par message interposé une série de reports. Alors malheureusement, on a été obligé de renoncer à certains spectacles et à ne pas les présenter à Châtillon pour des questions de calendrier, de disponibilité. Par contre, on a pu majoritairement en reporter un bon nombre et donc vous les retrouverez au cours de la saison, ce qui fait que la saison va être assez dense en termes de nombre de spectacles. Il y aura beaucoup de rendez-vous et donc on compte sur vous et sur votre fidélité pour nous retrouver tout au long de la saison. Parmi les rendez-vous reportés, vous retrouverez donc le spectacle Zai 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 Zai, qui est adapté de la bande dessinée de Fab Caro. Donc on retrouvera le 16 octobre. Vous retrouverez également un grand rendez-vous de danse avec Jeanne Gallois et son spectacle Samsara, que vous aviez été nombreux à réserver et que vous êtes nombreux à avoir d'ores et déjà reporté. Vous avez reporté vos places de manière très importante. Ce sera le 10 novembre et ce sera la reprise de la tournée de ce très beau spectacle de Jeanne. L'absence de père de Lorraine de Sagazan autour du Platonov de Tchekhov dans sa version quadrifrontale le 2 avril. Et puis des projets qu'on retrouvera, alors, mais c'est déjà en très longtemps. À l'automne 21, on a d'ores et déjà acté le report de Désobéir de Julie Berès, qui est un grand spectacle à voir absolument, mais ce sera donc du coup dans un peu plus d'1 an. Et puis des règles du jeu de Lorraine de Sagazan également, puisque là, à un moment, tout ne pouvait tenir dans notre calendrier de la saison prochaine. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour, en tout cas, de cette petite introduction. Et puis, vous dire que donc, eh bien, on va lever le voile. C'est une saison qu'on vous présente pour l'instant telle qu'on l'a rêvée. Vous savez qu'il reste pas mal d'incertitudes. On ne sait pas ce que sera la situation à la rentrée. On espère bien vous retrouver dans des conditions habituelles, y compris en pouvant ouvrir nos lieux de convivialité, puisque tout n'est pas encore très clair à ce niveau-là, et pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions et faire ce qu'on est profondément, c'est-à-dire une aventure humaine faite d'émotions, de réflexion et de convivialité. C'est quand même l'objet et l'endroit sur lequel on travaille avec les artistes, et pour que vous puissiez les rencontrer de la meilleure manière possible. Voilà, donc on croit tous à ça. On y va, on démarre. Donc tout à Châtillon, vous savez, tout commence souvent dans l'espace public, dans la rue, avec des propositions un petit peu inédites, et c'est ce temps qu'on appelle donc Playmobil. Il y aura 2 rendez-vous au mois de septembre, 2 samedis, le 19 et le 26 septembre, avec à chaque fois plusieurs spectacles dans la journée qui vous permettront de faire un parcours. On ira à la rencontre d'un quartier de manière sensible et décalée avec la compagnie Jeanne Simone. On ira faire la connaissance de 2 acrobates qui travaillent avec 17 palettes de bois. Nous irons également avec Sachinoro de manière loufoque, absurde, à la déconstruction d'un mur avec trois personnages à la limite du clown. Nous retrouverons une compagnie de manière immersive sur les aventures autour du personnage du Capitaine Fracasse de Théophile Gautier dans une version très immersive et très jubilatoire, qui est familiale, et puis une très belle aventure poétique et plastique avec la marionnettiste et plasticienne Élise Vigneron qui nous emmènera dans une traversée de 7 espaces poétiques la nuit, avec des objets, les éléments, l'air, le feu, l'eau, pour une traversée sans parole, mais d'une beauté plastique époustouflante à découvrir fin septembre. Le théâtre, c'est aussi 2 compagnies associées. Vous le savez, depuis l'année dernière, on a choisi d'associer nos chemins avec la compagnie d'Edith Amsalem, la compagnie Erdo, qui a fait 2 créations l'année dernière dans la saison, et qui cette année ponctuera de manière impromptue la saison. Il n'y aura pas de création en tant que telle, mais des interventions, des propositions impromptues tout au long de la saison.
Et puis notre deuxième équipe associée depuis l'année dernière et qui nous avait présenté la reprise de Berliner Mauer, c'est le Birgit Ensemble avec Jade Herbulot et Julie Bertin qui sont avec nous et à qui je vais laisser la parole pour parler de ce projet qu'elles mûrissent depuis longtemps et qui verra le jour en février et qu'on accueillera d'ailleurs tout au début en février et qui s'appelle Roman National. Bonsoir Jade, bonsoir Julie. Bonsoir. C'est à vous. Merci Christian et bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que c'est un grand plaisir que l'on a d'être associé au théâtre puisqu'on est venu à plusieurs reprises jouer nos spectacles qui faisait partie d'une tétralogie sur l'histoire de l'Europe contemporaine. Et donc, après avoir exploré certains de ces événements, on a décidé de s'intéresser cette fois-ci à l'histoire des institutions françaises, et notamment sous la Ve République. Et donc, voilà comment on a entamé nos recherches, c'est-à-dire en se demandant comment finalement s'écrivait, se façonnait ce qu'on appelle le roman national, ou la légende républicaine. Et en se demandant aussi précisément quel récit elle mettait de côté, quelles pouvaient être les figures d'hommes ou de femmes dont les histoires, dont les vécus, dont les blessures avaient été parfois passées sous silence et qui constituaient dans nos mémoires individuelles, collectives, en tout cas dans l'histoire, encore une fois, de la mythologie républicaine, comment elle constituait une sorte d'angle mort. Et voilà, et tout est parti de cette réflexion. Puis c'est intéressant pour nous parce que donc, certains ont peut-être vu des spectacles qu'on a présentés au Théâtre de Châtillon ces dernières années, puisque Christian et le théâtre nous accompagnent depuis plusieurs saisons. C'est un peu étrange parce que nous, d'habitude, on fait de l'écriture de plateau, c'est-à-dire qu'on répète c'est-à-dire qu'on établit une distribution, des thématiques, un séquencier de scènes, et puis ensuite on répète avec les acteurs, et à partir de leurs improvisations, à partir de ce qu'ils disent au plateau, on écrit le texte. Et puis là, avec le confinement, on s'est retrouvé à écrire le texte. Donc ça n'est plus de l'écriture de plateau. Nous, on a pendant du coup 2 mois, on s'est connecté sur Skype ou Zoom avec Julie, parce qu'on n'était pas confinés dans le même appartement, ni dans la même ville, et puis on s'est retrouvés tous les jours. Ça a beaucoup structuré notre confinement, donc on l'a pas si mal vécu que ça. Et puis voilà, on est sorti de ces 2 mois et demi avec une première version du texte qui a rempli certaines attentes. Il y a d'autres choses à travailler, mais on a encore un peu de temps pour cela, comme l'a dit Christian. En tout cas, pour vous dire que d'une part pour nous, c'est assez inédit parce que c'est une fiction, alors que d'habitude, on travaille à partir d'événements historiques qui ont déjà eu lieu. Donc là, c'est pour nous une plongée dans l'inconnu. Donc on est contente de la vivre aussi avec Christian, avec le Théâtre de Châtillon, avec qui on est associé pour 3 ans. C'est une plongée dans l'inconnu, donc c'est une histoire. Voilà, on vous invite à suivre l'histoire d'un parti politique imaginaire qui existe dans une France située dans un futur proche et parallèle. Une France un peu dystopique, dans un monde un peu dystopique. Et en fait, on est, si vous voulez, on est dans le QG de campagne d'un parti qui s'appelle Horizon, qui est plutôt un parti conservateur libéral, on ne vous le cache pas. Et, sauf que s'invitent dans cette campagne des fantômes. Et des fantômes qui, pour nous, sont, disons, les oubliés de l'impensé colonial, qui viennent hanter ce candidat en particulier, qui s'appelle Paul Chazelle, qui est un ancien champion d'escrime. Car il se trouve que son QG de campagne se situe dans les murs du Musée de l'Homme, récemment privatisé dans notre histoire. Et nous, on a découvert justement en travaillant, en faisant nos recherches, que au Musée de l'Homme aujourd'hui, il y avait dans les sous-sols encore des centaines et des centaines de crânes, soit qui sont des crânes d'habitants des colonies qui étaient mesurés par des anthropologues pour établir une classification des races humaines au 19e siècle, au début du 20e siècle, soit des crânes légués
par des gens comme René Descartes, par exemple. Il y a le crâne de René Descartes dans les sous-sols du Musée de l'Homme. Et aussi, on a découvert qu'il y avait 37, si je ne me trompe pas, crânes de combattants algériens qui, au 19e siècle, ont lutté contre l'armée française. Et leurs crânes avaient été rapportés en France comme trophée. Et il se trouve que ces crânes sont toujours dans les sous-sols du Musée de l'Homme. Et donc, pour nous, ça a été une vraie source d'inspiration que de se dire que dans les sous-bassements de ce QG de campagne, des cadavres se réveillent et se mettent à parler. Donc voilà, on vous invite à, on pourrait dire, une fable politico-fantastique qui va mêler plusieurs registres, qui est à la fois un drame politique et qui en même temps, évidemment, parle d'aujourd'hui, tout en essayant de se décoller par rapport à notre actualité. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire avec des personnages, avec plusieurs intrigues. Et donc, on est très contente de venir présenter cette nouvelle création en février au Théâtre de Châtillon, et on espère vous y voir. Merci Jade, merci Julie. Et puis dire que pareil, on ne s'exclut pas de ponctuer la saison par des petites surprises et d'autres objets que cette création, et notamment on travaille ensemble en tout cas sur une petite forme qui pourrait se déplacer sur le territoire du théâtre, qui accompagnerait cette grande forme plateau roman national. Voilà, donc on rentrera dans le détail à la rentrée. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là ce soir. Dans les parcours d'artistes associés, on continue, même s'ils ne sont plus associés, à les suivre. Il y aura donc aussi dans la saison la nouvelle création de Christian et François Benaïm, les chorégraphes qui étaient associés jusqu'à l'année dernière. Ça s'appelle Facéties. Ils ouvrent une nouvelle page de leur travail en travaillant sur le domaine de l'absurde, comme le nom du spectacle l'indique. Ce sera une pièce pour 6 danseurs et ce sera l'occasion de travailler en partenariat avec le festival Faits divers, le festival de danse de Paris, donc en janvier 2021. Et puis, autre compagnie fidèle, historique de ce lieu, c'est la compagnie de Jérémy Lelouet, des Dramaticules. Jérémy viendra créer tout de suite à la rentrée en octobre un Pinocchio. Donc c'est pour leur première exploration d'un spectacle plus familial, en tout cas qui s'adressera à partir de 9 ans, mais Jérémy nous en dira un petit mot tout à l'heure, un peu plus tard dans la soirée. L'aventure de ce théâtre, c'est aussi des fidélités, et on va retrouver des compagnies qu'on suit depuis longtemps. C'est le cas de notre compagnie belge préférée, le Raoul Collectif, qui revient avec un nouveau spectacle qui s'appelle La Cérémonie. On en sait peu de choses puisque le spectacle aurait dû se créer ce printemps. Il a été lui-même reporté. Il aurait dû être au Festival d'Avignon en juillet. Et bon, le Raoul Collectif a choisi de remettre au travail toute la matière par rapport à ce qu'on vient de traverser. Donc on va découvrir cette cérémonie qui va se créer cet automne et qui viendra à Châtillon en mars. Mais vous savez, le Raoul, c'est ceux qui étaient venus faire Rumeur et Petit Jour, et notamment avec David Murgia, qui était aussi venu faire Discours à la Nation au théâtre de Châtillon. Voilà. Une autre compagnie belge que nous suivons depuis longtemps, celle de Patrick Bonté et de Nicole Mossou, qui, dans le cadre de la Biennale de danse du Val-de-Marne, viendra présenter une nouvelle création chorégraphique, toujours étrange, un univers étrange qui s'appelle Les Arrière-Mondes. Le collectif Osso qu'on suit depuis plusieurs années avec une nouvelle création qui s'appelle X et qui est une fiction d'anticipation qui nous emmènera sur Pluton dans une enceinte spatiale où des chercheurs se trouvent bloqués et qui interrogera notamment notre rapport au temps. Ça s'appelle X. Et puis notre danseuse japonaise préférée, Kaori Ito, qu'on suit depuis de nombreuses années, qui viendra présenter sa toute dernière création qui s'appelle Cher. C'est une pièce pour 6 danseurs. Voilà, on a reçu quelques images de répétition qu'on va vous montrer qui sont très prometteuses. Ça reste des images de répétition, mais ça donne un peu de matière chorégraphique. On est ravis de retrouver Kaori à Châtillon. Vous allez voir quelques images. Oh merde.
Voilà, Kaori Ito, ce sera en novembre, cher. Vous le savez, depuis maintenant 2 saisons et pour la 3e fois, donc nous allons faire programmation, brochure commune avec le Théâtre des Sources de Fontenay-aux-Roses et vous permettre d'accéder toujours dans votre abonnement à l'ensemble des spectacles des 2 lieux. Alexandra a enregistré un petit message que l'on va vous passer pour vous présenter les temps forts de la saison au Théâtre des Sources à Fontenay. On va l'écouter tout de suite pour vous présenter cette collection de spectacles et de moments forts à Fontenay. Bonjour à tous. Alors pour vous présenter très rapidement les spectacles que nous accueillerons la saison prochaine dans le cadre de notre programmation commune, eh bien sachez que nous continuons à explorer cet axe des arts de la parole avec bien sûr nos artistes associés, Cécile Bergam pour la toute petite enfance et Nicolas Bonneau pour le tout public. 2 artistes qui seront rejoints la saison prochaine par un nouvel artiste associé, Abdelaweb Sefsaf, que vous avez peut-être d'ailleurs déjà découvert la saison dernière puisqu'il a présenté le spectacle Si loin, si proche. Un spectacle de récit-concert dont voici quelques images et dans lequel Abdel racontait ce retour impossible au bled pour ces Algériens qui dans les années 70 avaient dû quitter leur pays. Abdelaweb Sefsaf est donc nouvellement artiste associé au Théâtre des Sources et il présentera en novembre sa toute nouvelle création, Ulysse de Taourirt. Comme à son habitude, il proposera une forme de théâtre-récit, récit chanté, car c'est avant tout un comédien-chanteur, avec de la musique live au plateau, sur une musique qui traverse à la fois des tonalités de musique orientale, mais aussi des tonalités de musique beaucoup plus urbaines. Voilà, à travers ce récit, il revient sur son enfance dans les années 80. Il vit avec sa famille à Saint-Étienne et il se rebelle contre son père. C'est là l'occasion pour lui de raconter aussi l'Orient et l'origine de l'exil de ses parents de l'Algérie vers la France. Et puis, toujours dans les arts de la parole, nous lancerons la 2e édition du FLO, Festival des arts de la parole, bien sûr avec nos artistes associés, Nicolas Bonneau qui présentera Qui va garder les enfants, que vous auriez dû découvrir en avril dernier. Il viendra également présenter sa toute nouvelle création, Mes ancêtres, les Gaulois. Et puis vous retrouverez aussi, entre autres, Pépito Matteo, que vous aviez découvert pour certains la saison dernière avec la leçon de français. Il revient avec une nouvelle création. Et en clôture de ce festival, nous accueillerons le spectacle Anguille sous roche de Guillaume Barbeau, la compagnie Coup de Poker. Anguille sous roche qui est issu d'un roman d'un jeune Comorien âgé de 27 ans qui est inconnu et qui a écrit ce roman qui est une longue phrase de plus de 300 pages. Un spectacle extrêmement poignant à venir découvrir sans faute. C'est un texte d'une force bouleversante, un texte singulier, essentiel, féroce mais aussi poétique qui vous cloue au sol. Ce sont les mots d'une adolescente de 17 ans perdue au beau milieu de l'océan, au large de Mayotte, et qui, avant de se noyer, repense à sa vie et à tout ce qui l'a amenée jusqu'ici. Et c'est Déborah Lucumuena, qui est César du meilleur second rôle dans le film Divine, qui interprète cette adolescente. Elle est accompagnée de 2 musiciens au plateau. Et savoure ce baiser. Ça se passe comme ça pendant plus d'une semaine. C'est irrésistible. Je suis enceinte et je veux que personne ne sache. Et si je voyageais clandestinement pour Mayotte, tout est flou. Je me tourne vers l'eau et vois cette route écumante creusée par le kwassa-kwassa. Je ne suis pas sensible aux affres de la mort. Je n'en ai pas la moindre peur, ni souci, ni regret. Mais je dois au moins me dépêcher d'en finir vite, avec ces souvenirs avant que mes images ne s'envolent. Et puis tout au long de la saison, bien sûr, une programmation pluridisciplinaire avec, entre autres, le concert d'Alexis HK que nous avons reporté et qui fera l'ouverture de saison. Mais aussi Le Grand Feu, un hommage à l'occasion des 40 ans de la mort de Jacques Brel. C'est un rendez-vous avec l'artiste, avec ses mots, sa pensée, et ce sera à découvrir dans le cadre de nos scènes perchées. Léandre, le célèbre clown muet espagnol, à ne surtout pas manquer. Il ouvrira quant à lui la saison familiale en octobre.
Hamlet, à venir découvrir absolument, de la compagnie Cobalt, mise en scène de Thibaut Pernoud, qui a remporté un vif succès au Théâtre de la Bastille la saison dernière. Mais aussi la toute nouvelle création CI de la compagnie australienne Cassius Circus qui s'associe pour ce projet aux danseurs contemporains de la compagnie Gilles Verriep, mais encore Danser Casa des deux chorégraphes Kader Atou et Mourad Merzouki, et beaucoup d'autres spectacles que je ne peux pas vous présenter là maintenant, mais que vous découvrirez dans la plaquette commune et que nous aurons le plaisir de vous dévoiler nous aussi en vidéo durant à peu près 1 heure le mercredi 1er juillet. Voilà, je vous souhaite une belle continuation avec les spectacles de Châtillon. Merci Alexandra. Voilà pour le programme de Fontenay. Vous savez qu'on aime les partenariats à Châtillon et travailler avec d'autres lieux, avec d'autres équipes. Avec l'arrivée d'Armel Vernier au Théâtre 71 à Malakoff, nous avons imaginé ensemble et avec Anouchka au Théâtre de Vanves un événement nouveau qui va se dérouler sur nos 3 lieux dans la deuxième moitié du mois de novembre, qui s'appelle OVNI. C'est le festival de l'inclassable, c'est-à-dire des formes qu'on affectionne depuis longtemps ici, soit des croisements disciplinaires inédits, soit des formes qui vous mettent en jeu à d'autres endroits en tant que spectateur. C'est ce que va vous proposer cette aventure commune à 3 théâtres du 13 au 28 novembre. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail complet de toutes ces propositions. En tout cas, sachez que, notamment à Malakoff, vous pourrez découvrir Stellaire de la compagnie Stéréoptique qui mêle dessin en direct, musique, objets animés en direct. Donc, c'est une compagnie dont le savoir-faire n'est plus à démontrer. Vous pourrez découvrir notamment à Vanves Coco de Julien Després qui mêle samba brésilienne et musique bruitiste, donc un nouveau mode musical, en tout cas à découvrir à Vanves. Et puis à Châtillon, on fera la part belle à 3 formes différentes. La première, elle est musicale avec la compagnie Bab Salam qui du coup propose un spectacle qui s'appelle Derviche, qui est très inspiré de la tradition des derviches tourneurs à partir de la musique soufie et de la poésie soufie, et qui a eu la belle idée pour refléter cette transe de travailler avec un circassien dont l'objet de prédilection est le cerceau. On va voir quelques images de ce projet. Voilà, un spectacle d'une très grande qualité musicale et assez étonnant d'un point de vue scénique. On retrouvera le collectif Osso dont je parlais tout à l'heure pour une forme un peu particulière. Ils vont vous inviter à un dîner sur deux jours, enfin donc le samedi et le dimanche, pour un banquet polar. En fait, ils se sont amusés à écrire un polar à partir des codes du genre et à les détourner. Ça devient une sorte de parodie très drôle. Et puis vous dînerez en même temps. Voilà, c'est ponctué par le repas qu'ils vous proposent. Donc ce sera une forme très immersive et très jubilatoire que j'ai pu découvrir l'an passé. Et puis on poursuivra avec un report de cette saison, le travail d'Émilie Rousset, qu'on accueillera en lien toujours avec Fontenay, Reconstitution le procès de Bobigny, qui vous convie sous 12 prismes différents. Vous allez déambuler dans la salle et partir à la rencontre de témoignages, de réflexions sur ce qui a été le grand moment pour la lutte pour l'avortement en France. Donc on reconstituera ce temps du procès de Bobigny. Ça aurait dû avoir lieu à la fin mai et donc ce sera en novembre, toujours dans le cadre de ces formes différentes et inclassables. Émilie Rousset, on la retrouvera une deuxième fois dans la saison, un peu plus tard en janvier, avec un spectacle qui m'avait enchanté lorsque je l'ai découvert. Ça s'appelle Le Grand Débat. Vous allez vite comprendre, elle travaille sur la question des rituels et elle s'est saisie de celui du second tour de l'élection présidentielle, ce fameux débat qui est devenu une institution aujourd'hui. Et elle va vous en parler tout de suite à travers ce...
Mitterrand, Giscard, Royal, Sarkozy et les autres. Emmanuel Lafont et Laurent Poitrenaud passent d'un rôle à l'autre pour rejouer les débats de l'entre-deux tours de la présidentielle française. Non, je vous interromps, monsieur Mitterrand, parce que vous parlez toujours plus que moi et que j'ai droit à l'égalité du temps de la parole. Au-dessus de la scène, un écran diffuse le montage réalisé en direct, comme à la télévision. Ce qui nous intéressait, c'était de voir comment le discours s'adaptait à cet événement télévisuel et comment la télévision se créait aussi par rapport au discours politique. À travers une sélection d'extraits, le texte de la pièce reprend mot pour mot les échanges entre les candidats. Leur juxtaposition hors de toute chronologie révèle la prise de pouvoir de la communication sur le contenu. Ce qui nous a frappé au départ, c'est de redécouvrir ou découvrir les premiers débats 74, 81, à quel point c'est lent et à quel point la parole est distribuée, le micro de celui qui parle est le seul allumé. Et plus on arrive vers la modernité, plus tous les micros sont allumés, il y a un énorme chevauchement. Parfait. Vous me permettez vous me permettez de le démontrer. De l'exprimer, ça veut dire que vous avez vraiment une propension assez grande de commettre ce que vous reprochez à d'autres. C'est une calomnie. Quand on démarre sur les anciens débats, ça argumente, ça débat, ça laisse parler, ça s'écoute, on n'est plus du côté de la joute, mais avec vraiment un grand rapport à la langue. Et puis plus on avance, et plus on va vers de la punchline, de l'invective. Les mots se réduisent, la pensée se réduit, et le message aussi. En s'amusant du décalage entre le document d'archives et sa restitution, entre la réalité et sa mise en scène, le grand débat épingle avec humour l'un des rituels emblématiques de notre démocratie. Merci de m'autoriser. Oui, merci de m'autoriser. Qu'est-ce qu'on va faire ? Merci, Medef. Mais, madame, pourquoi ? Non, mais madame, allez-y. Voilà, à découvrir absolument si vous aimez le théâtre, parce que ce sont deux comédiens incroyables et c'est assez jubilatoire de les voir travailler sur le plateau pour retracer ce grand débat. À Châtillon, vous savez qu'on travaille beaucoup aussi sur la question du corps des artistes, que ce soit par la danse, par la marionnette, par le cirque. Il y aura beaucoup de temps lié au corps et un travail de corps dans la saison prochaine. Notamment un temps qu'on a imaginé avec le théâtre Victor Hugo de Bagneux, début décembre, une semaine où on accueillera 2 spectacles internationaux. L'un à Bagneux, report de cette saison malheureusement qui n'a pas pu avoir lieu en mars, qui est une compagnie qu'on connaît bien à Châtillon, qui est la Famille Offleuse, qui travaille avec ses masques, avec donc Dr Nest. Donc on a réussi à reporter ce spectacle à début décembre. Et on a inventé, donc compagnie qui vient d'Allemagne, et on a inventé avec Marie-Lise à Bagneux un parcours, puisque à la fin de la semaine, à Châtillon, on accueillera une compagnie brésilienne étonnante, une des grandes compagnies du geste international qui s'appelle 2 à 2. Et on accueillera leur nouveau spectacle inédit en France qui s'appelle Gritos, qui a reçu des prix dans le monde entier. Alors la compagnie 2 à 2, c'est un univers politique très fort, très singulier, à mi-chemin entre l'objet, la marionnette, le travail de corps, pour créer des univers poétiques très étranges. Là, ils vont nous conter à travers 3 histoires courtes une quête amoureuse au-delà des genres, et c'est absolument saisissant. On va y voir quelques images, et on tient beaucoup à cette tournée avec Marie-Lise parce que c'est une compagnie qui aujourd'hui, au regard de ce qui se passe au Brésil, est extrêmement fragilisée, y compris censurée par le gouvernement en place. Voilà, et on est ravis de les accueillir du
toujours dans nos partenariats, et maintenant c'est le Festival Marteau, le traditionnel Festival Marteau, le 21e en mars, qu'on partage donc avec 8 autres lieux du département. Dans le cadre de ce festival, on accueillera 2 projets. L'un de la compagnie Arnica qui s'appelle Buffle, qui est un très joli spectacle mettant une fable animale pour mieux parler de nous humains, qui met en scène une fratrie et une famille de buffles, donc avec un travail de manipulation assez extraordinaire, donc à découvrir, et un très très beau texte d'un auteur catalan. Et puis on enchaînera après cette famille de buffles avec un autre projet d'Élise Vigneron dont je parlais tout à l'heure dans Playmobil, L'Enfant, qu'elle a adapté d'un texte de Metterlin qui s'appelle La mort de Tintagil, un univers un peu fantastique d'un enfant prisonnier dans un château qu'on va tenter de délivrer. Et elle nous emmène une fois de plus aux confins d'une installation plastique, poétique et d'une manipulation de marionnettes. Vous ferez tout un parcours dans la salle puisque vous passerez par 3 espaces différents. C'est à découvrir, c'est d'une grande beauté. Et puis, dernier projet que nous porterons avec le Théâtre Jean Arc de Clamart, c'est Moby Dick, donc d'après le roman de Melville, la baleine la plus célèbre de la littérature. Et c'est surtout le grand retour d'une artiste qu'on aime beaucoup, qu'on avait présentée l'année dernière avec Chambre Noire, Ingvild Aspeli, qui est une marionnettiste très très douée et sans doute l'une des plus douées de sa génération, qu'on retrouvera avec plaisir pour un très grand format entre musique, marionnettes, manipulation, des marionnettes de 3 tailles différentes, pour nous conter l'aventure de Moby Dick et du capitaine Achab, héros du roman de Melville. Voilà, ce sera en mars, en clôture de Marteau, pour 4 soirées avec le Théâtre Jean Arc. On va parler de théâtre, parce qu'il y a de théâtre, il y en a tout au long de la saison, il y en a beaucoup. Et je vais tout de suite accueillir une artiste que j'ai moi découvert depuis quelques années, que je suis ravi enfin d'accueillir à Châtillon, qui s'appelle Christelle Arbonne, et qui est avec nous ce soir. Merci Christelle, et qui va nous parler d'un spectacle qui s'appelle Épouse-moi, tragédie enfantine, qu'on présentera tout début novembre. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous. Je suis très contente qu'on vienne au Théâtre de Châtillon représenter ce spectacle. Donc, notre compagnie s'appelle la Compagnie des Mestiennes Titip, et donc on va présenter ce spectacle qui est dans l'œuvre littéraire fondatrice, c'est L'éveil du printemps de Franck Pellecchit. C'est une pièce sur laquelle on s'est appuyé puis dont on s'est libéré après. Le spectacle est aussi beaucoup inspiré de l'univers de Murakami et aussi du Maître et Marguerite de Bulgakov. Tout ça, c'est des sources que vous ne verrez pas forcément dans le spectacle qu'on vous présente. Néanmoins, ça nous a beaucoup porté et ça a été utile à créer l'univers assez singulier de ce spectacle. Épouse-moi, c'est un spectacle qui regroupe 5 acteurs et un musicien sur le plateau. Donc, un musicien qui joue de différents instruments, donc où la présence du son et de la musique est très importante. Et quant aux acteurs, donc ils racontent ensemble l'histoire de gens qui sont associés entre eux avec plusieurs types de relations, qu'elles soient familiales, amoureuses ou amicales. Et donc, ils vont raconter, le principe du spectacle, c'est de raconter comment chaque individu de ce petit noyau va se débrouiller avec l'histoire de son désir, l'histoire de ses obligations, et comment il arrive à démêler, à trouver sa voie et sa volonté de vivre sa vie entre des désirs parfois très difficilement accessibles et les obligations de la vie, les obligations qu'on se donne ou que quelqu'un d'autre nous inflige. Donc, c'est l'histoire de libération au pluriel qui sont heureuses et parfois dramatiques. En tout cas, ce que j'avais envie de raconter à travers ce texte, c'est que c'est de défaire les nœuds des impossibles. Les solutions étant pas toujours faciles.
Voilà, c'est un spectacle qui alterne qui est baigné quand même dans un univers organique et onirique, dans le sens où la scénographie est mobile, et puis elle raconte ce qu'on pourrait, ce qui serait peut-être le rêve d'une forêt, puisqu'il n'y a pas d'arbres. Et en tout cas, les matières de la scéno racontent un paysage qui rappelle la forêt. Et donc, on alterne dans le spectacle entre des moments de rêve, où c'est réellement les rêves de certains des personnages, et puis des scènes assez concrètes où on va plutôt raconter ce qui leur arrive dans leur vraie vie. Voilà, je dirais que ce qui m'intéresse dans les spectacles que je propose, c'est j'ai entendu que quand on rêve, notre cerveau va emmagasiner tout ce qu'on a vécu dans la journée et va passer la nuit. Donc, les nuits que vous passez à dormir, en fait, votre cerveau cherche des solutions à tous les problèmes que vous avez eu dans votre journée. Et donc, il va chercher des solutions parfois très simples, parfois complètement saugrenues. Mais c'est vraiment un cerveau qui bosse à essayer de trouver des solutions quand vous êtes dans l'embarras. Donc, d'une certaine manière, j'adore explorer ça et donner la possibilité de voir ça au théâtre, c'est-à-dire l'exploration de cet inconscient-là et comment notre cerveau va faire des scénarios totalement improbables pour nous sortir de la merde. Voilà. Donc voilà, c'est un spectacle aussi, je voudrais terminer là-dessus, que je fais que j'ai réalisé en compagnie de mes acteurs, des acteurs qui sont très chers à cette compagnie, sans lesquels la compagnie n'existerait pas. Ils signent avec moi l'écriture de ce spectacle, puisque c'est une écriture qui s'est faite collectivement. Bien sûr, j'ai produit de l'écriture, je leur ai donné des partitions sur lesquelles travailler, mais dans un système d'improvisation et de ping-pong entre nous. Ils ont énormément participé, contribué à l'écriture de la pièce. Voilà, c'est ce que je dirais pour représenter ce spectacle-là. Merci Christelle. Merci beaucoup. C'est un spectacle, c'est un univers étonnant que je vous invite à découvrir et dans lequel qui n'est pas dénué d'humour d'ailleurs. Voilà, donc c'est important aussi. Merci Christelle. Merci. Théâtre toujours avec là pour le coup un premier spectacle qui vient d'être lauréat du prix Impatience, du festival Impatience sur la jeune création et qui a reçu à la fois le prix du jury et le prix des lycéens, qui s'appelle Les Femmes de Barbe Bleue de Lisa Guèze, qu'on accueillera début janvier et qui de manière, qui se saisit du conte, voilà, de Barbe Bleue pour inventer tout le parcours des femmes trouvées dans la fameuse pièce interdite de Barbe Bleue, et notamment qui parle de la question de l'emprise amoureuse à travers 5 parcours très différents. C'est un spectacle très enlevé et surtout très bien construit que je vous invite à découvrir en janvier. Autre conte, c'est, j'en parlais tout à l'heure, le Pinocchio de Jérémy qui nous a laissé un petit message qu'on va écouter tout de suite. Voilà, je laisse la parole à Jérémy, des Dramaticules. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir bientôt. Je vais vous parler de Pinocchio et peut-être d'abord d'un roman italien de la fin du 19e siècle écrit par Carlo Collodi qui s'intitule Les aventures de Pinocchio. Et donc avant d'être le célèbre dessin animé de Disney, c'est d'abord un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature italienne à côté de la Divine Comédie ou du Roland Furieux. Vous connaissez donc sûrement pour la plupart l'intrigue et puis la plupart des personnages aussi grâce à Disney, Geppetto, Pinocchio, la Fée Bleue, le grillon qui parle, la baleine qui est en réalité un requin et puis d'autres personnages. C'est un roman initiatique sur l'enfant, sur le passage à l'âge adulte. C'est un roman qui essaye de parler
du chemin qui mène à la sagesse. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? Mais c'est aussi un roman qui parle de la création. C'est un roman qui essaie de nous interroger sur la responsabilité que l'on a quand on donne la vie, quand on crée, quand on est un créateur. Et pour moi, c'est aussi un roman qui essaye de témoigner de ce que l'on perd quand on devient un adulte, ou plutôt des trésors de l'enfance. Et oui, Pinocchio a plein de défauts, il est menteur, il est violent, et dans le roman de Carlo Collodi, il est même très surprenant par des aspects de férocité, de cruauté. Mais pour autant, il est aussi capable de s'émerveiller devant le miracle de la vie. Il a une soif de liberté et une énergie qui finalement fait envie aussi. Et donc le spectacle, comme le roman, sera une célébration de la théâtralité, de cette énergie aussi, et puis peut-être aussi une célébration de l'artifice face à la nature, comme ce petit être artificiel devant les éléments naturels et qui doit faire face aux pulsions humaines. Et j'espère que vous serez nombreux, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je vous embrasse. Merci Jérémy. Toujours du théâtre et retour à, en tout cas, des œuvres classiques, notamment avec On aime les aventures, vous le savez, au Théâtre de Châtillon. On va vous en proposer une longue, comme on en a souvent eu l'occasion. Ce sera un samedi de théâtre qui va durer 4h30 à peu près, entrecoupé d'un repas. Et c'est autour c'est basé sur un des romans de Dostoïevski qui s'appelle Humilié, offensé. Et ce sera la compagnie d'Anne Barbeau qui viendra présenter ça fin janvier. C'est vraiment une traversée au long cours assez formidable sur la question finalement des révoltes, qu'elles soient familiales, celles du couple ou sociales. Et à travers 4 parties dans ce spectacle, et 4 parties qui structurent le roman de Dostoïevski, on ira à la rencontre de ces révoltes personnelles ou collectives. Et c'est une vraie belle traversée. Il y aura du théâtre élisabétain, le retour avec la Duchesse d'Amalfi, qui est une œuvre assez, que moi j'aime beaucoup. C'est la compagnie qui était venue il y a quelques années travailler sur Richard II, et Guillaume Sévrac a monté cette Duchesse que j'ai trouvée formidable. Alors, vous n'allez pas voir des images de spectacle, mais il va essayer de tenter un petit résumé de l'intrigue qui, comme toujours chez les Élisabétains, est bien non brouillé et complexe. Voilà, donc on l'écoute. C'est très simple, la duchesse d'Amalfi, que voilà ici, est une jeune veuve que ses 2 frères, ici présents, interdisent de se remarier. Or, elle va braver l'interdit de ses 2 frères pour se remarier avec son amoureux Antonio, intendant du duché d'Amalfi. Évidemment, tout ça est une histoire absolument secrète. Elle l'aime très très fort, avec lui, elle veut tout un tas d'enfants, voilà, tout un tas d'enfants qui jouent dans la prairie, qui jouent ensemble, etc., enfin, qui font leur vie. De l'autre côté, pendant que cette histoire se raconte en secret, les 2 méchants frères, dont le frère jumeau ici, qui est amoureux de sa sœur, ça c'est un truc un peu dingo, mais ça fait partie des adages un peu, je dirais, du théâtre élisabétain. Il faut du suspense, de l'action, et donc pour qu'il y ait du suspense, on engage, donc Ferdinand, le frère jumeau de la duchesse, engage Bozola, l'espion, méchant espion qui va espionner Antonio et la duchesse. Évidemment, tout ça, qui est une histoire à l'allure vraiment d'un polar, va mal se terminer. Je ne vous raconte pas comment, évidemment. Il y a du beau, il y a du sympa, et il y a aussi évidemment du sanguinolent et du tragique. Voilà, vous tenterez de débrouiller les fils en venant voir la Duchesse d'Amalfi en novembre. Ensuite, on accueillera la nouvelle création avec le théâtre Jean Art de Clamart d'Igor Medzinski, qui était venu donc la saison passée présenter un Maître et Marguerite. Cette nouvelle création à partir d'un texte qu'il a écrit s'appelle Les couleurs de l'air. Il revient, en fait, il part de sa propre histoire puisqu'elle démarre à la mort de son père il y a quelques années, et il va découvrir la double vie, celle d'une sorte d'arnaqueur qui était son père,
qui va se révéler au fur et à mesure après sa mort. Il va nous en faire le récit de manière fictionnelle, bien entendu, avec toute sa troupe de comédiens, et on découvrira ça en avril. Ça s'appelle donc Les couleurs de l'air. Et puis un autre spectacle qui me tient très à cœur, qui lui aussi a été lauréat du Festival Impatience, donc pas cette année mais l'année d'avant, également prix du jury et prix des lycéens, qui est un spectacle très intelligent et très drôle aussi par certains aspects, même si le sujet est éminemment politique, puisqu'il s'appelle Place, et qu'il parle de cette différence qu'est ou l'intégration ou l'assimilation dans un pays. C'est le travail de Tamara Al-Saadi qu'on écoute et qui nous a laissé un petit message. Bonjour, je m'appelle Tamara Al-Saadi et je suis l'autrice et la metteuse en scène de Place. C'est une pièce que j'ai commencé à écrire il y a quelques années parce que je me réveillais la nuit oubliant des mots dans ma langue maternelle, en l'occurrence l'arabe. Et je me suis questionnée en fait sur comment j'en étais arrivée là. Et à partir de là, j'ai restitué une série d'événements et de situations qui me sont arrivées depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et qui ont inscrit en moi l'idée que le fait d'être arabe était problématique. Donc je raconte la construction de cette tension à travers différentes situations dans le cercle à la fois familial et dans l'espace social. Le tout en essayant d'y mettre de l'humour et de la poésie. D'ailleurs, je salue les fans de Dragon Ball Z qui pourront peut-être y trouver leur compte. Voilà. Écoutez, j'espère vous rencontrer prochainement. Voilà, Tamara, venez découvrir Place, c'est un formidable spectacle. Et puis, j'ai découvert un artiste qui s'appelle Simon Mauclair, qui est avec nous ce soir, qui est basé en Nouvelle-Aquitaine et qui va travailler, lui, sur l'adaptation d'un roman de Don DeLillo qui s'appelle L'homme qui tombe. Voilà, c'est un artiste qui est très implanté dans sa région d'origine et qui va venir, qu'on a encore peu vu en région parisienne, et on est ravis de l'accueillir et de faire connaître ce travail la saison prochaine. Et du coup, en fait, c'est même plus que L'homme qui tombe, puisqu'il y a un préambule à ça, mais je vais laisser Simon en parler directement. Bonsoir Simon. Bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous, et évidemment merci de cet accueil, non seulement au Théâtre de Châtillon, mais effectivement de cette ouverture qui s'offre à nous plus largement en France. Je vais vous proposer une création en 2 volets que vous aurez la chance de découvrir, vous, en intégrale, au Théâtre de Châtillon, qui s'appelle L'Ange Esmeralda et L'Homme qui tombe, 2 œuvres de Don DeLillo que j'ai choisies et qui m'accompagnent depuis très longtemps. L'Ange Esmeralda, d'abord, qui est une nouvelle très courte, qui clôturait initialement en tant que chapitre un roman tentaculaire qui s'appelle Outre-Monde et qui avait la prétention de retracer l'histoire des États-Unis en 1500 pages, et qui se clôturait par cette courte fable populaire qui se passe dans le Bronx, qui est le quartier natal de Don DeLillo, et qui arrive à déployer dans sans doute ses pages les plus émouvantes la trajectoire de deux sœurs religieuses, mais surtout qui s'occupent des œuvres sociales, qui partent à la recherche une enfant des rues qui a été aperçue comme un ange, l'ange Esmeralda, la petite Esmeralda Lopez, et qu'elles vont tenter de retrouver à tout prix dans cette jungle des villes. C'est évidemment toute l'émotion d'un quartier qui va s'identifier à cet enfant qui représente pour eux un répit dans l'infinie tristesse du quartier et qui leur ressemble à bien des égards. Ce sera le premier temps, la première porte d'ouverture que je vous proposerai sur Don DeLillo et qui sera immédiatement suivi d'un de ses romans les plus prégnants, en tout cas celui qui m'a permis déjà de le découvrir en 2007 et qui tient aujourd'hui une place énorme, en tout cas dans ma littérature personnelle. C'est L'Homme qui tombe. L'Homme qui tombe, ce titre, c'est avant tout la photographie qu'on connaît presque tous de Richard Drew, de cet homme qui tombe le long d'une des 2 tours du World Trade Center et qui a servi d'allégorie, de point de départ à Don DeLillo pour écrire autour de cet événement qui est évidemment le cadre, disons, spatio-temporel de notre histoire et dans lequel vous découvrirez 2 cellules. Une cellule familiale dans les jours, mois et années qui suivront l'impact, qui suivront le 11 septembre 2001 et dans les temps qui précèdent une autre cellule, cette fois-ci la cellule terroriste, dans laquelle le jeune Ahmad
va sombrer de façon quasi insignifiante dans ce qui sera sans doute l'acte inaugural du XXIe siècle. Voilà, Don DeLillo occupe une place immense dans ma jeune existence et dans ma encore plus jeune carrière. Je l'ai d'abord découvert en tant que traducteur lorsque j'étudiais, avant même d'étudier le théâtre. Et aujourd'hui, j'avais l'occasion de parler d'hommes et de femmes totalement embarqués, secoués, essorés dans un mouvement de l'histoire absolument totale et aux prises avec une histoire, en tout cas, qui venait s'inscrire jusque dans leur chair. Et Don DeLillo, avec ça, poursuit le travail qu'il a fait tout au long de son œuvre et qu'il continue encore à faire aujourd'hui, qui est tenté de nous raconter ce que pourrait être l'intimité de la violence et d'une de ses modalités, qui serait le terrorisme, et que voilà, je vais vous proposer. C'est une contorsion permanente du temps, c'est une sensation de perte, de sens, d'éléments, de repères, de valeurs, mais à l'inverse, ce qui est bouleversant, comme très souvent chez lui, c'est que c'est toujours l'émotion et une emprise purement sensorielle qui vient nous rattraper et nous sauver. Comment des hommes et des femmes font avec le monde de l'après, c'est bien le mot qu'il emploie, sonne évidemment curieusement aujourd'hui, c'est un euphémisme, mais j'avais là l'occasion à la fois de partager l'œuvre magique et magistrale plutôt d'un auteur qui avait bouleversé ma vie et aussi d'un événement qui, encore jeune adolescent à l'époque, s'était inscrit aussi de façon globale, totale et complète, non pas dans ma chair, mais en tout cas dans ma vie, puisque le monde s'était complètement arrêté lors de cet impact. C'est donc un spectacle que vous découvrirez en 2 temps, avec un entracte, donc entre-temps, et qui mêlera, à l'instar du roman, énormément de... Voilà, Don DeLillo est le maître de l'obliquité et je suis cette trajectoire aveuglément. Je rends compte en toute chose de l'architecture de ce roman et c'est un point de rencontre entre une œuvre littéraire, entre le cinéma et entre la musique et qui viennent s'inscrire autour des interprètes, des 6 interprètes et du musicien que vous découvrirez sur scène. Merci Simon. Et si vous ne connaissez pas l'œuvre littéraire de Don DeLillo, je vous conseille de vous y plonger parce que c'était vraiment un auteur majeur de la littérature américaine contemporaine. On reparle de corps, plus du côté du cirque et de la danse maintenant. On va s'associer le temps d'une soirée au Centre culturel suisse et nous ferons un focus sur le jeune cirque suisse en décembre. Nous présenterons 3 formes courtes d'une trentaine de minutes lors de cette soirée qui mettra à l'honneur la prise de risque, notamment avec ce spectacle Take Care of Yourself dont vous découvrirez des images. Un diaboliste fabuleux qui vous emmènera en immersion dans son travail, et puis un duo qui travaillera sur le porté acrobatique et autour du cuir. Voilà, donc ce sera 3 formes nouvelles qu'on découvrira en décembre. On retrouvera l'une des chorégraphes qui a enthousiasmé notre saison, pour ceux qui ont vécu l'aventure de Mire cette année en janvier, qui était ce spectacle qu'on voyait allongé et qu'on découvrait à travers un grand miroir au plafond. L'Humaine est la nouvelle création de Jasmine Morand, toujours aux confins de la danse et des arts plastiques, avec un dispositif scénique étonnant sur un plan incliné. Ils seront 13 danseurs et elle travaille cette fois-ci du passage de l'obscurité la plus totale à la lumière absolue, éblouissante. Le spectacle sera créé cet automne et on l'accueillera, nous, en février. Et je suis ravi de poursuivre cette collaboration avec Jasmine parce que je crois que Mire est resté un des grands moments de cette saison. On découvrira également le travail d'un spectacle qui s'appelle Carrosse, qui est basé lui aussi sur un conte des contrées nordiques qui s'appelle Peau de phoque. C'est une très libre adaptation. Ce sera un spectacle qu'on présentera en extérieur et qui, vous le voyez, à travers ses dispositifs scéniques, permet le mélange du théâtre et du cirque, puisque l'une des 2 interprètes est une acrobate assez exceptionnelle. Et donc, le spectacle mêlera ces 2 disciplines. Et puis, en fin de saison, on découvrira la nouvelle création de Fanny Soriano et la compagnie Libertivore, qu'on avait accueilli la saison dernière et qui avait conclu la saison avec ce très beau spectacle qui s'appelait Fractal. Vous vous souvenez sans doute de cette bande de danseurs circassiens et des lentilles corail au sol.
Là, elle travaille avec 2 artistes, toujours en dimension plastique, chorégraphique et circassienne. Voilà, et ça s'appelle Éther, comme cet air pur et chaud que respiraient les dieux. Ça, c'est sur le corps. On revient un petit peu au théâtre, mais sur des formes de troupe et assez singulières, puisqu'il y aura aussi de la musique live et puis parfois une ambiance de fête, même si le sujet ne l'est pas complètement. Je vais donner la parole à Laurent Bellhomme qui est avec nous. Là aussi, c'est basé sur un livre qui s'appelle « N'essuie jamais de larmes sanguin » que j'ai découvert il y a quelques années, qui est aussi un très très beau roman que je vous conseille et qui revient sur l'apparition du sida au début des années 80, notamment en Scandinavie. Et il va vous en parler bien mieux que moi sur ce spectacle qu'on accueillera nous en mai et qui se répétera pour partie à Châtillon à la fin de l'année. Laurent ? Oui, bonjour à tous. Bonsoir. Merci Christian. Et merci au Théâtre de Châtillon de nous accueillir. C'est une vraie joie de recommencer le théâtre bientôt aussi. Voilà, comme Christian l'a dit, il s'agit d'une adaptation d'un roman suédois de Jonas Gardell qui s'appelle « N'essuie jamais de larmes sanguin ». C'est une adaptation j'ai pas fait seul, j'ai fait avec Julie Loffen-Buchler qui n'est pas avec moi aujourd'hui. Mais voilà, on collabore surtout sur cette pièce, on est vraiment dans un esprit de troupe. N'essuie jamais de larmes sanguin, en fait, c'est l'injonction qu'on donnait. Ah, la vidéo ne marche pas apparemment ? Si, tout va bien. On sort pas à l'écran. C'était l'injonction qu'on donnait aux infirmières au tout début des années 80 avec l'apparition du sida, de ne absolument pas toucher les larmes des malades, en fait. Voilà, c'est quelque chose qui se reporte. D'ailleurs, maintenant, on pourrait parler d'autres épidémies en parlant du sida là, avec ce qu'on vit en ce moment. Je vous raconte peut-être un petit peu l'histoire de ce roman et donc de cette pièce. C'est l'histoire d'un jeune homme, Rasmus, qui vit dans le nord de la Suède, dans une province très reculée avec des parents très conservateurs, et qui, au moment de passer à l'université, décide de vivre à Stockholm, partir étudier à Stockholm, mais surtout vivre son homosexualité le plus librement possible. On est là au tout début des années 80 et c'est le moment où, en Suède et aussi en France, l'homosexualité vient juste d'être dépénalisée. À Stockholm, il va très vite y rencontrer toute une bande d'amis, une famille choisie, c'est un peu comme la garce sur ce coup-là, qui est un peu chapeauté par Paul, un homme plus âgé, d'une quarantaine d'années, extrêmement extravagant, extrêmement militant, très drôle aussi. Et il a toute une bande comme ça d'homosexuels autour de lui, où ils font des soirées, surtout des Noëls. D'ailleurs, ce spectacle est ponctué de Noël. Il va aussi surtout là-bas rencontrer l'amour. C'est aussi avant tout une histoire d'amour très concrète et fabuleuse entre 2 jeunes garçons, Rasmus, et qui va rencontrer par l'intermédiaire de Paul, Benjamin, qui est témoin de Jéhovah, mais il va passer le cap. Voilà, et on arrive là à peu près vers 83 dans l'histoire, et c'est le démarrage de cette épidémie du sida. Vous imaginez bien que très peu dans cette pièce vont y survivre. C'était une époque sans médicaments, avec effectivement aussi une ostracisation complète de ces malades, et c'était complètement enfermé dans des hôpitaux, et puis même les corps étaient enfermés dans des sacs poubelles noirs pour les enterrer ensuite. Ça reste un spectacle très drôle, bien que je vous raconte, parce que du coup, il garde cet humour tout le long. C'est aussi une histoire qui raconte le rapport avec les parents. Il y a les parents évidemment de Benjamin et les parents de Rasmus qui sont sur scène et qui à la fois vont devoir vivre et accepter l'homosexualité de leurs enfants et aussi, je ne sais pas si on peut le dire, mais accepter en tout cas la mort de leurs enfants aussi. Voilà, c'est un spectacle où on sera 11 sur le plateau, on est très nombreux, c'est un peu une épopée. Il y a un musicien live aussi, qui a créé des musiques intégralement pour nous, et de la vidéo, évidemment, des images d'archives. C'est aussi un spectacle qui est complètement en relation avec le didactisme. Donc on aura des images d'archives, évidemment, et des moments où aussi on parle de cette époque-là aux spectateurs. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Merci Laurent. Merci à vous pour ces précisions, et on a hâte de découvrir ce projet. Voilà, on aborde la dernière ligne droite de cette présentation avec des formes aussi qui touchent un public familial, en tout cas pour petits et grands. Et notamment, on va retrouver un artiste qu'on a accueilli plusieurs fois qui s'appelle, enfin un duo d'artistes d'ailleurs, Claire B et Adrien M, qui travaillent beaucoup sur la question des arts numériques, du corps. On les avait accueillis notamment
avec un spectacle qui s'appelait Cinématique et un spectacle qui s'appelait Akanai au moment des premiers Playmobil. Et là, ils vont sur le plateau nous déployer toute une histoire, mais en 3 parties assez étonnantes, puisque vous aurez le spectacle sur scène, vous aurez accès à un livre numérique animé que vous pourrez consulter de manière assez... vous verrez, c'est assez étonnant, vous le verrez dans les images qu'on va vous passer dans un instant. Et puis une expérience d'une séquence du spectacle que vous pourrez vivre de manière immersive avec de la réalité augmentée et un casque VR. Voilà, on va regarder quelques images de ce projet qui s'appelle Aqua Alta et qui sera... Voilà, on retrouvera David Roland avec Happy Manif Les Pieds Parallèles qu'on aurait dû accueillir à la fin mai cette saison et qui est donc reporté d'1 an. Vous petits et grands, vous pourrez vous plonger dans l'histoire de la danse à travers un certain nombre de consignes et une aventure collective guidée par un casque en pleine nature. Donc ce sera le 11 mai. Et puis on enchaînera avec un artiste qui s'appelle David Val, que l'on accueillera fin mai pour 2 spectacles, l'un plutôt en direction du jeune public et l'autre pour les plus grands autour de la question écologique, mais il va vous en parler. Bonjour, je m'appelle David Val et je suis auteur et interprète de spectacles qui s'appellent Les Causeries. Et cette saison, au Théâtre de Châtillon, j'en présente 2. Le premier spectacle s'appelle Le Sale Discours et c'est un spectacle qui tente de répondre aux questions de propre et de sale qui agitent en ce moment notre société. Ça part de l'histoire d'un cochon assez rocambolesque au Moyen-Âge et ça va nous emmener à travers différentes époques et différentes cultures à raconter, à partager des histoires autour des excréments, des déchets, de la radioactivité. Et cela va tenter, en fin de compte, de répondre à cette question. Pourquoi, si l'homme, dit-on, est de plus en plus propre, le monde, lui, est de plus en plus sale? C'est un spectacle qui est mis en scène par Pierre Guillois, qui a choisi, pour mettre en scène ce spectacle, une matière assez étrange et ambiguë, qui donne aussi une profondeur visuelle aux propos. Le deuxième spectacle, Histoire de fouille, c'est un spectacle pour les enfants, pour les familles, qui a aussi pour toile de fond les problématiques environnementales et qui, cette fois, va parler d'un déchet dont je n'ai pas parlé dans le Sale Discours, le plastique. Déchet très connu, mais qui reste mystérieux à bien des égards dès qu'on s'interroge un peu sur lui. Et c'est un spectacle un peu à la Jules Verne. Les enfants sont invités à prendre place face à un bac à sable, qui est un terrain de fouille, une porte d'entrée dans les profondeurs géologiques de notre planète. Et je vais remonter de ces profondeurs un tas d'objets qui vont me permettre de raconter une histoire inattendue et curieuse du plastique et des défis qu'il pose à l'environnement. Voilà, David, c'est un conteur et un écrivain hors pair. On apprend plein de choses dans le spectacle et puis avec beaucoup d'humour également. Je vous conseille vraiment de venir découvrir cet artiste qu'on accueillera pour la première fois au théâtre. Voilà. Et puis pour terminer cette présentation, on avait envie de parler de bonheur, ou en tout cas plus exactement de cette injonction qui nous est faite d'être heureux et de baigner dans le bonheur.
On accueillera là aussi un artiste que je suis depuis longtemps et je suis enfin ravi de le présenter à Châtillon, qui s'appelle Côme de Melzis, qui est avec nous, je crois, Côme. Oui, je suis là. Nous parler de Bonjour. ce nouveau projet dont il est l'auteur et le metteur en scène, qui naîtra dans la saison et qui s'appelle Le Bonheur des Uns. Voilà. Bonsoir, Côme. Bonsoir. Oui, le Bonheur des Uns. Donc là, on est au tout début des répétitions. On est en train de découvrir. Alors, le texte est lui déjà écrit. Comme tu le disais, j'en suis l'auteur et le metteur en scène. Je travaille toujours comme ça. J'écris mes textes en avance. Malheureusement, j'ai jamais réussi à écrire au plateau. Je suis trop lent. Et donc, j'écris mes textes en avance et après, ça fait appel à une espèce de schizophrénie. C'est-à-dire que je suis obligé, 1 an ou 2 ans après, de le découvrir avec les acteurs et à me plonger dedans comme si c'était le texte d'un inconnu. Alors, comme tu disais, c'est un texte sur l'injonction au bonheur. Il se trouve que c'est la deuxième partie d'un diptyque sur ces nouvelles injonctions. La première s'appelait « Soyez vous-même ». Il s'agissait d'authenticité. Et cette fois-ci, il s'agit du bonheur. Comment des personnages... il s'agit de 2 personnages qui, en fait, prennent conscience qu'ils ont tout pour être heureux, mais qu'ils ne ressentent pas le bonheur tel qu'ils pensent qu'ils devraient le ressentir. Comme s'il y avait une norme et que quand on n'est pas dans cette norme, on est presque naturellement marginalisé. Donc ça va les plonger dans une espèce d'angoisse en disant mais pourquoi est-ce que je sens pas ce bonheur que tout le monde semble mettre comme la valeur absolue? Alors, d'où vient le problème? Est-ce que c'est un problème de nature? Est-ce que c'est un problème de comportement? Et ça va aller plonger dans une espèce de quête obsessionnelle de qu'est-ce qu'il faut changer pour être enfin heureux. Et pour répondre à cette quête, ils vont aller tout simplement sonner chez leurs voisins qui, eux, sont des grands professionnels du bonheur. Ils sont bienveillants, ils sont ouverts, ils sont capables de prendre le temps, ils sont au présent, ils sont à l'écoute. Et ils vont aller chercher chez ses voisins des réponses à leur l'espèce de questionnement qui devient une véritable obsession, en cherchant toujours quelle est la clé du bonheur. Et comme ces voisins sont des êtres assez merveilleux, vraiment extrêmement efficaces dans leur maîtrise du bonheur, eh bien, ces voisins vont les former au bonheur et leur faire atteindre finalement assez facilement une sensation de sérénité, de plénitude, voire de joie. Sauf que, alors en utilisant évidemment plein de techniques qui sont toutes des techniques issues de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, c'est-à-dire vraiment la science du bonheur telle que la psychologie positive nous l'a transmise. Et sauf que voilà, ces voisins, on va découvrir que, eh bien, eux ont vécu un traumatisme qui est un traumatisme apparemment indépassable. Et que cette joie, cette sérénité, cette sensation de bonheur qu'ils ont atteinte, elle n'enlève pas la réalité de la souffrance et la réalité de cette tension qui fait que on est des êtres entre le bonheur et le malheur. Et ça va plonger mes 2 personnages dans alors qu'ils pensaient avoir enfin atteint le Graal, le résultat de leur quête, ça va les plonger dans un trouble qui vire à quasiment une folie. Voilà. Alors et chacun de ces personnages, voyant que alors qu'ils pensaient avoir construit une carapace de bonheur presque invincible, pardon. Eh bien. Cette faille de souffrance va faire exploser et chacun à sa manière va vivre un bouleversement assez fort. Alors c'est une question c'est une manière de se questionner sur ce que ça signifie cette notion de bonheur qu'on est tous en train de mettre comme le but ultime d'une existence. Ce que je peux dire aussi
Et le travail que je fais en ce moment, sur ce début de répétition le confirme, c'est que c'est vraiment une comédie. C'est-à-dire que je te parlais, Christian, de cette notion de vaudeville, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont systématiquement au bord du gouffre. C'est-à-dire que s'ils n'atteignent pas l'objectif qu'ils se sont fixés, on sent qu'ils vont s'effondrer et que leur monde va s'effondrer. Et ça crée des situations extrêmement comiques, puisque ça crée des situations qui sont des personnages qui sont toujours au bord de la crise. Si je ne suis pas heureux, alors je suis mort. Et donc, il faut absolument être heureux au moment où je le veux. Voilà. Et donc, c'est vrai que il y a un côté farce assez féroce. On est dans le travail, donc pour l'instant c'est difficile de vous dire exactement ce que ça sera, mais en tout cas on va dans ce sens-là. Merci Côme, merci pour ces précisions. Oui, moi en tout cas ce que je peux témoigner, c'est que dans le travail de Côme, il y a toujours ce mélange entre, il y a une forme d'émotion, de tendresse à des moments, et puis cette férocité qui nous met en mouvement et que je trouve absolument fascinante. Donc, voilà, pour avoir assisté à une lecture du texte, c'est très engageant, et donc je vous invite à vivre cette expérience du bonheur. Voilà, on arrive donc à la fin de cette présentation. Juste vous dire que cette présentation sera, si vous voulez vous y replonger plus tranquillement et revenir sur des moments, elle sera en ligne ces jours prochains et visible donc par tous et pour ceux qui n'auraient pas pu y assister. Vous dire également que d'ici le début de la semaine prochaine, vous pourrez télécharger un calendrier retraçant l'ensemble des dates et l'ensemble des spectacles avec de courtes présentations de chacun de ces spectacles. Voilà, que l'équipe est également à votre disposition à partir de mardi 30 juin. La billetterie est ouverte pour vous renseigner sur l'ensemble de la saison et sur les possibilités d'abonnement. Elle restera ouverte jusqu'au 10 juillet et réouvrira fin août, dès le 25 août, et qu'on vous donnera d'autres rendez-vous pour rentrer plus en détail sur cette saison et sur les spectacles à la rentrée, et qu'on espère donc vous retrouver nombreux et dès la semaine prochaine si vous le souhaitez. Si vous souhaitez passer en billetterie, bien entendu, c'est possible. Voilà, je voulais remercier Armel qui a œuvré techniquement, qui a fait le montage des images, qui a géré de main de maître la technique de cet exercice inédit. Merci à elle. Merci à Cyril qui a fait la veille technique aussi, notre régisseur général, tout au long de cette soirée. Et à Jacques aussi qui était présent et qui nous a accompagnés, qui a notamment répondu à certains de vos messages. Voilà. Et puis je voulais remercier chaleureusement tous les artistes qui se sont prêtés ce soir à cette prise de parole qui est complexe par caméra interposée, mais voilà, je voulais les remercier chaleureusement. Ils ont fait ça brillamment comme toujours, et on a hâte aussi de les retrouver en live. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. On est donc à votre disposition quand vous le souhaitez. On vous souhaite aussi un très bel été et on se dit rendez-vous en septembre. Bonsoir.